Le danger avec la haine, quand on commence à la convoquer, c'est qu'il en monte 100 fois plus qu'on en aurait voulu. Je ne connais rien de plus difficile à brider que la haine, écrivait Philippe Roth dans La Tâche. La haine est à nouveau au cœur des nations. Elle a le visage de la douleur, de l'intense douleur, face à ces centaines de victimes martyrisées en Israël et désormais dans les bombardements à Gaza. Comme hier soir, la frappe contre l'hôpital Ali Arabe, qui a pulvérisé des centaines d'enfants, de femmes et d'hommes. Elle a le visage de la folie, qui saisit le moindre prétexte pour frapper, comme ce petit garçon de 6 ans, assassiné de 26 coups de couteau lundi près de Chicago, parce que musulman. Elle a le visage enfin de la destruction, réfléchie, méthodique, d'êtres humains par d'autres êtres humains, comme la terreur semée par le Hamas contre des Juifs et par ricochet contre son propre peuple, comme les attentats qui ont frappé la France et la Belgique ces derniers jours. Aujourd'hui, la haine est bel et bien en train d'embraser le Proche-Orient. Alors est-il encore seulement possible de la brider? Et sinon, jusqu'où peut-elle tous nous entraîner? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités autour de cette table et en duplex d'Israël, de Tel Aviv plus précisément. Julien Baloul, bienvenue. Merci. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. Vous êtes un spécialiste de la société israélienne, ancien journaliste et ancien porte-parole réserviste de Tsahal, l'armée israélienne. Alors, petite précision qui a évidemment toute son importance, puisque chaque heure amène son lot de nouveaux événements. Nous enregistrons cette émission en léger différé. Nous sommes mercredi 18 octobre, il est 14h45, heure suisse. Afid Ouardiri, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes l'ancien porte-parole de la mosquée de Genève. Vous œuvrez depuis des années pour le dialogue, le bien vivre ensemble. On rit un peu noir à prononcer ce type de propos aujourd'hui, entre les différentes cultures, religions, notamment à travers votre fondation L'Entreconnaissance. Nicole Bacharan, bienvenue. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement exprès de Paris pour nous rejoindre. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, romancière aussi. Vous avez reçu au printemps pour ce magnifique livre consacré à votre mère, la plus résistante de toutes, paru chez Stock. Indirectement, évidemment, de circonstances, puisque c'était ce récit d'elle qui avait bravé le nazisme. Jean-Marc Ricli, bienvenue. Vous êtes expert en sécurité internationale, spécialiste du Moyen-Orient. Alors, votre titre exact aujourd'hui, c'est directeur des risques globaux et spécialiste de la guerre au Centre de politique de sécurité de Genève. Vous avez enseigné aussi la sécurité internationale pour des universités britanniques et américaines aux Émirats arabes unis et au Qatar. 2 acteurs clés, évidemment, dans ce conflit aujourd'hui. Et Philippe Val, bienvenue. Bonsoir Laetitia. Notre éditorialiste maison. Bienvenue autour de cette table, mon cher Philippe. Comme à votre habitude, eh bien, évidemment, on commence par l'horreur, par ce drame hier soir. Un missile, une bombe, on ne sait pas encore, c'est pas encore tout à fait établi, tombe sur l'hôpital Ali Arabe de Gaza, où de nombreux civils avaient trouvé refuge, en plus des blessés et des gens soignés. Plusieurs centaines de morts, un drame terrifiant. Votre réaction, Afid Ouardiri? Vous savez, la vérité, je ne trouve pas de mots pour essayer d'expliquer ce que je ressens. Et on en trouve de moins en moins, notre vocabulaire devient de plus en plus pauvre, plus on voit l'horreur. C'est horrible. Et ce que j'en pense, c'est que, voilà, où est-ce que ça va s'arrêter? Moi, je suis un naïf, je crois encore en la justice et en la paix. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaye de construire un chemin vers la paix, un chemin vers quelque chose qui soit plus juste, qui permette à ces peuples de vivre ensemble et à prospérer ensemble, eh bien, il vient d'un côté ou de l'autre un choc brutal comme celui-là qui nous emmène dans la haine, qui va nous emmener à empirer le pire. Et ça, ce que j'en pense, c'est qu'il faut que ça s'arrête immédiatement. Et en principe, c'est celui qui a la puissance qui doit pouvoir donner la possibilité à ce que les choses s'arrêtent et changent. C'est-à-dire Israël. C'est-à-dire Israël, oui. Alors justement, pour l'instant, Israël accuse le djihad islamique d'avoir fait cette bavure ou peut-être volontairement cet attentat. Le Hamas, évidemment, accuse Israël. Pour l'instant, ce n'est pas complètement tranché. Les Américains, par le biais de leur président Joe Biden, a dit son soutien à Israël et accrédite sa version. Mais on n'a pas... En revanche, tout de suite, il y a eu un embrasement effrayant, des manifestations en Turquie, en Cisjordanie,
Cisjordanie, Amman, l'ambassade américaine, pays pourtant allié d'Israël, l'ambassade américaine a failli été attaquée par justement des émeutiers. Jean-Marc Ricli, justement, comment est-ce qu'on analyse cette séquence? Comment est-ce que vous analysez cette séquence? Elle est caractéristique de la guerre moderne. Vous avez dit, ce qui est important, c'est ceux qui ont la puissance. Or, dans ce type de conflits, qui sont des conflits asymétriques, la puissance, ce n'est pas seulement le nombre de bombes. Et on est dans une ère des médias sociaux, de l'information, et l'information est clé. Vous avez un grand penseur de la guerre occidentale, Clausewitz, qui dit « La guerre, si vous voulez, c'est un mélange, c'est sa fameuse trinité. » Il dit « C'est la raison, la chance et la passion. La raison, c'est le gouvernement, la chance, c'est les militaires, et la passion, c'est le peuple. » Alors, qu'est-ce qu'on voit avec un événement qui s'est passé hier soir? Finalement, peu importe d'où venait le tir. L'important, c'est la perception qu'on en tire de ce tir. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, dans les faits, il a déjà atteint un objectif très clair. C'est-à-dire que Biden devait venir pour rencontrer Netanyahou et les Israéliens, mais en même temps devait aussi rencontrer les leaders arabes. Or, sa deuxième partie de son voyage a été annulée. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là derrière? On voit finalement que c'est un élément de plus qui va enflammer la situation, qui va mettre de l'eau au moulin aux extrémistes et nous écarter encore plus d'une résolution du conflit. Et donc, cette manipulation de l'information, la capacité d'utiliser un événement pour avoir un effet stratégique est quelque chose qui est vraiment caractéristique des conflits contemporains. Et là, vous n'avez pas besoin d'avoir trop de moyens, il faut juste avoir une bonne stratégie de communication. Alors, ce qui frappait, justement, et vous l'avez relevé ce matin, Julien Ballou, dans un de vos tweets, justement, c'est qu'immédiatement, Israël était accusé, condamné, reconnu coupable avant même qu'on se soit posé la question de qui avait fait quoi. Et donc, voilà, vous mettez ça à la question. En Israël, c'est quelque chose qui marque beaucoup aujourd'hui les esprits. Je voudrais quand même relever quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a encore quelques jours, la principale polémique sur les réseaux sociaux et dans certains médias était de remettre en cause le nombre de bilans de bébés égorgés par le Hamas. Et certains remettaient même en cause le fait que des bébés puissent être égorgés, et les témoignages israéliens et les médias remettaient en cause, les médias enquêtaient, les politiques refusaient de partager ça, alors qu'il y avait des témoignages de gens très sérieux, de civils et d'organisations qui étaient sur place. Et de l'autre côté, on a une organisation islamiste reconnue terroriste par l'Union européenne qui annonce qu'Israël a frappé un hôpital et que ça a fait des centaines de morts. Et tous les hommes politiques d'extrême gauche en France et certains médias reprennent cette version sans filtre. Donc on se retrouve avec une version islamiste qui est reprise sans aucun problème, et de l'autre côté, une version d'une armée régulière de l'État démocratique qui est remise en cause. Et votre invité vient de le dire, en fait, c'est même pas, pour certains, c'est même pas important de savoir qui l'a fait. Ce qui compte maintenant, c'est comment ça va être perçu. Parce que c'est utilisé, ça a été d'ailleurs immédiatement utilisé par le Hezbollah, par le Hamas, par d'autres, pour augmenter leur colère contre Israël. On a vu les manifestations, on a vu, je crois là, on annonce certaines ambassades israéliennes à l'étranger, notamment dans les pays musulmans, qui vont être évacuées par mesure de précaution. Donc c'est cela. Et au bout du compte, alors qu'on sait plusieurs choses, on sait que dans le passé déjà, les organisations terroristes palestiniennes ont stocké et tiré des missiles depuis les hôpitaux de la bande de Gaza pour empêcher les représailles israéliennes. On sait qu'à plusieurs reprises dans le passé, un grand nombre de roquettes palestiniennes tirées depuis la bande de Gaza sont tombées côté gazaoui et ont tué des Palestiniens. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est pas quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc on aurait pu au moins avoir la prudence, 2 minutes, d'écouter les preuves et de voir ce qu'il en était. Et c'est vrai que l'effet, il est extrêmement délétère, et notamment vis-à-vis des Américains. Joe Biden qui met le pied aujourd'hui en Israël, un voyage évidemment hautement à risque, un président américain de son âge, et même pas de son âge, qui met le pied sur un terrain de guerre comme ça, il faut se représenter ce que ça signifie. Et là, effectivement, tous les espoirs qu'on mettait dans cette pacification, cette entreprise de pacification, sont en ruine. Nicole Bacharon. Je dirais 2 choses. Je ne pense pas vraiment que la visite de Joe Biden pouvait entamer une pacification à l'heure actuelle. Sa visite, elle a plusieurs buts. C'est d'apporter très clairement son soutien à Israël. Et vous avez raison de le dire, c'est risqué.
pour lui devenir. Alors on écoute Joe Biden. Guerre. Joe Biden, justement, c'est quelques secondes, qui donne son soutien, qui déclare son soutien pendant la conférence de presse qu'il a donnée aujourd'hui. Je veux que le peuple israélien, le peuple du monde, sache que les États-Unis sont solidaires d'Israël. Je voulais le dire encore une fois très clairement. Le groupe terroriste Hamas a tué plus de 1400 personnes. Et on peut parler d'un massacre, véritablement. Joe Biden, effectivement, très clair dans son soutien. Oui, très clair. Il est venu pour soutenir Israël, rencontrer des dirigeants arabes qu'il ne rencontrera pas, avec lesquels il s'entretiendra au téléphone, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie, le général al-Sisi d'Égypte. Il est venu pour appuyer l'organisation d'aide humanitaire à Gaza, d'ouverture de certaines portes de couloirs humanitaires. Il est venu aussi pour être briefé au plus près sur les intentions de l'armée israélienne et pour les influencer dans le sens qu'il jugera utile pour que l'offensive israélienne aille dans le sens de détruire le Hamas en limitant les pertes civiles. Mais sur ce drame épouvantable de cet hôpital, moi je ne crois pas que l'essentiel, ça soit la perception. Il y a et l'utilisation et la manipulation. L'essentiel sont les faits. Il y a une vérité. Mais quelle est-elle, cette vérité, ce sont les morts. Les morts. Et aujourd'hui, aucun d'entre nous ne sait d'où est partie cette roquette, ce missile, cette bombe. Mais c'est possible de finir par le savoir. Donc, mais l'essentiel, l'essentiel, ce sont les morts. Parce que j'ai envie de dire que dans cette région du monde, de toute façon, les Israéliens et les Américains sont toujours coupables. Je veux dire, les cris « mort à l'Amérique », ils sont partout maintenant, au Moyen-Orient. Donc, la vérité, ce qui pour moi serait l'essentiel, pour l'instant n'a pas d'influence, puisque la condamnation est prononcée d'avance. Mais des morts, justement, qu'on se renvoie à la figure, si l'image est heureuse, et que, précisément, justement, les peuples arabes sont aujourd'hui en train d'accuser Israël, et avec le soutien des États-Unis, les manifestations de ce qu'on appelle, un peu à tort et à raison, la rue arabe, elles sont anciennes, et elles tournent toujours autour de la même chose. Mort à Israël, mort à l'Amérique, et ce sont des manifestations où il y a à la fois la haine des Juifs, je ne parle pas que des Israéliens, mais également très souvent des protestations internes contre leur propre gouvernement, parce que c'est le seul moment où ils peuvent descendre dans la rue et protester contre les autocrates qui les gouvernent. Justement, Jean-Marc Ricli, est-ce qu'aujourd'hui, la rue arabe, comme on l'appelle, elle risque de vraiment faire quoi, justement ? Qu'est-ce qu'on craint d'elle aujourd'hui ? On parle d'embrasement, mais qu'est-ce que concrètement on peut imaginer que ça traduise ? Alors, je vais juste revenir à ce que Mme Bachar a dit, dans le sens où, en effet, ce qui compte, c'est terrible, c'est les gens qui meurent. Le problème, c'est que la vitesse à laquelle est traitée l'information et la vitesse à laquelle on peut trouver les faits n'est pas du tout la même. Et donc, automatiquement, même si maintenant, dans 5 jours, on pourra dire avec certitude que c'est cet acteur ou cet acteur qui est responsable, le temps sera déjà passé. Et donc, le momentum politique sera épuisé. Donc, dans ce sens-là, ce qu'on voit, de même que les attaques du Hamas, elles sont très, très visuelles. Donc, on est là vraiment sur un processus de radicalisation qu'on n'avait pas vu avant chez le Hamas, qui reprend des codes très clairs de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Et donc ça a un impact sur la rue. Maintenant, il faut voir que dans ces régimes arabes, en effet, parfois c'est instrumentalisé par les gouvernements. Par contre, ce qu'il faut quand même faire attention, c'est 2011. En 2011, vous avez des mouvements populaires dans les pays arabes qui vont mener au printemps arabe et qui vont mener à 4 ans. Pas rien. Vous avez 4 gouvernements qui vont être renversés. Oui, de nombreux seront pour la vie quotidienne des gens. Alors, si vous êtes syrien, je pense que ça a changé beaucoup. Si vous êtes yéménite, je pense que ça a beaucoup changé. Rien de bon, je veux dire. Je veux dire,
Au niveau démocratique, non. Si on regarde l'État phare qui était la Tunisie, on avait beaucoup d'espoir. Regardez où on en est. C'est pire que jamais. On en est actuellement. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une peur dans ces autocraties arabes de la puissance de la rue. Et ils ont eu un exemple il y a une décennie. Donc là, si vous voulez, les gouvernements en place sont quand même très à l'écoute de ce qui se passe dans la rue arabe. Et c'est très simple de créer un scapegoat, comme on dit, un bouc émissaire, un bouc émissaire, et ça permet d'enlever l'attention sur les problèmes de gouvernance de ces États. Sur la question de l'hôpital, elle soulève une question. Les journalistes ont horreur de 3 petits mots. Je ne sais pas. Ils ont horreur de je ne sais pas. Donc, ils émettent des hypothèses selon ce qu'ils désirent croire. Et la vérité n'a aucune importance. Or, dans cette affaire, on ne sait pas. La seule question qu'on peut se poser, c'est à qui profite le crime. Pour l'instant, on voit bien que ça ne profite pas à Israël, le bombardement de l'hôpital. Ça profite à tout ce qu'il y a autour, puisque la visite de Biden est à moitié fichue à cause de ça. L'opinion internationale, ce qui est le but du Hamas, discrédite complètement Israël parce qu'il n'y a le doute est mal émis sur le fait qu'on ne sache pas. On a toujours une tendance à croire ce que l'on veut croire, et les réseaux sociaux rendent ça encore plus hystérique. Et je pense que c'est d'un point de vue, si on désire sincèrement une paix et un arrangement de la situation un jour au Moyen-Orient, il va falloir être beaucoup plus prudent dans nos jugements et dans nos façons de parler de ce qui se passe là-bas. Ouais. Alors, d'abord, j'aimerais, parce que, en fait, est-ce que vous condamnez le Hamas ? Est-ce que vous condamnez le Hamas comme une organisation terroriste et les actes qu'ils ont fait comme des actes terroristes ? j'ai appris à faire très attention à ne pas être dans la réponse des questions qui m'obligent à un certain... Les questions qu'on vous pose. Si j'étais palestinien de l'intérieur, je serais résistant, non pas terroriste, à cause du fait que je n'ai pas la possibilité d'avoir... dans ma propre patrie, la liberté, le droit à ma dignité, à mes droits. Et cela ne m'oblige pas à être dans une résistance violente, à créer des difficultés à ceux qui m'empêchent d'être libre, mais plutôt à être dans une sorte de militance pour le droit, pour l'éducation, pour mettre un peu de vérité dans l'histoire. Hamas, groupe terroriste ou pas groupe terroriste ? Je n'ai pas à répondre à cette question, mais personnellement, je ne suis pas de cette mouvance, je suis de la mouvance de ceux qui cherchent à vivre dignement en Palestine, avec leurs droits, leur liberté, et en partage avec les populations juives. Vous savez, moi je ne suis pas un nouveau dans l'histoire. J'ai vécu la guerre d'Algérie avec mes parents qui étaient des gens qui étaient résistants, on les appelait les bougnouls, on les appelait les félagas, et finalement ils sont arrivés à une table de négociation, et c'est important qu'on arrive à la table de négociation. Ce n'est pas... vous voyez, vous vouliez parler de vérité. Comment peut-on parler de vérité puisque tout est absolument manipulé, falsifié, et chacun vient avec son bout de vérité en l'imposant à l'autre. Oui. Personnellement, je pense qu'il faut de la justice si on veut avoir la paix avec. Il y a Julien Baloul qui veut réagir à vos propos, justement. Julien Baloul. Là, je suis assez surpris et... disons énervé de ce que j'ai entendu. Je veux dire quelque chose de très simple. On prend les choses très simplement. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle en Israël du camp de la paix, et mes opinions politiques israéliennes sont connues de tous. Je les affiche sur Twitter depuis des années. J'ai manifesté pendant des mois contre le gouvernement israélien sur des questions de politique intérieure, sur la question de l'égalité de droit, sur les questions du processus de paix, etc., etc., etc. On ne peut pas me soupçonner de la moindre sympathie pour l'extrême droite israélienne. Même plus que ça, j'ai condamné publiquement toutes les déclarations de ministres et de députés d'extrême droite qui me semblaient inacceptables lorsqu'elles étaient racistes, lorsqu'elles étaient homophobes, lorsqu'elles étaient contre les Palestiniens. Même pire que ça, j'ai même appelé publiquement à ce que la communauté juive et les organisations juives ne rencontrent pas ces ministres lorsqu'ils sont en visite en France, alors même qu'ils sont élus démocratiquement, alors même qu'ils représentent un cœur public. Et j'ai appelé clairement à ne pas les rencontrer, et je les ai critiqués. Et pourtant, on parle de simples déclarations. Donc moi, je suis clean. Moi, je suis cohérent avec moi-même. Le Hamas est une organisation reconnue terroriste par l'Union européenne depuis plus de 20 ans, et il n'y a pas à bégayer en le disant.
il y a deux jours maintenant, j'ai rencontré une délégation de députés français qui étaient venus en Israël en visite de solidarité, et ils ont rencontré des familles d'otages franco-israéliens et des gens qui ont survécu au massacre du Hamas. Et j'ai servi d'interprète une partie de la rencontre entre l'hébreu et le français pour faire la communication entre français et Israël et hébreu, parce qu'il y avait un autre interprète avec moi, mais les propos étaient tellement atroces qu'il fallait mieux être deux. Les témoignages des survivants des massacres, je pèse mes mots, étaient dignes des témoignages de nos grands-parents qui ont survécu au nazisme. Et je pèse mes mots. Et si vous voulez que je vous donne des exemples, ils disent, par exemple, le Hamas a infiltré nos groupes WhatsApp familiaux en prenant les téléphones d'otages. Ils ont marqué, on est en train de violer vos enfants. Ils ont pris des bébés dans les bras de leurs parents. Il y a des gens qui couraient en sang sur le sol. Et des gens qui se sont fait tuer. Il y avait des bébés égorgés. Je peux vous raconter les propos les plus ignobles. C'est intenable, j'en ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai été comme un zombie pendant 24 heures. Il n'y a pas à bégayer en disant le Hamas est une organisation islamiste terroriste qui ne rend pas à cause palestinienne. Oui à l'indépendance palestinienne. Oui, les Palestiniens ont le droit d'avoir un État, vous avez raison, et je vote pour les partis politiques en Israël qui militent pour ça. Mais le Hamas est notre ennemi à tous, y compris aux Palestiniens. Et il n'y a pas à bégayer en le disant. Edouard, ça, c'est des propos qui ont été tenus. Attendez, je vous laisse, je vous donne tout de suite la parole. C'est des propos qui ont été tenus, révisionnistes, qui ont été tenus dans les manifestations, notamment qui ont eu lieu à Genève, qui n'étaient pas majoritaires, mais qui ont été tenus, effectivement, à mettre en doute même les crimes qui ont été perpétrés en Israël. Ces propos, malheureusement, on peut les entendre partout, mais la majorité des gens ne sont pas dans cette mouvance. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de condamner le Hamas ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile comme musulman de condamner le Hamas ? Encore une fois, le Hamas, il est arrivé parce qu'il n'y avait pas de possibilité aux populations de vivre librement. Ils ont pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Encore une fois, je ne suis pas un membre... Laissez parler, Edouard. Chère madame, je ne suis pas... Ce que j'aimerais vous dire, je sais que j'allais avoir en face de moi des gens qui ne comprendraient pas. On va faire l'équilibre. Monsieur Wardiri, fini. Nicole Bacharan, je vous donne la parole tout de suite. Je vous donne la parole tout de suite, monsieur Wardiri. Finissez votre phrase. Nicole, s'il vous plaît. Laissez finir M. Wardiri. Encore une fois, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je n'ai jamais supporté quelque barbarie qu'elle soit, d'où que ce soit. Dites-le donc. C'est ce que je suis en train de dire. Mais je dis une chose, c'est que si ces personnes qu'on appelle le Hamas ou le groupe de Hamas est arrivé à cela, c'est parce qu'on lui a laissé le chemin. Non. On lui a préparé le chemin. Très, très énervé. Ouais. Je vous dis encore, je ne suis pas pour du tout. Mais c'est pas, comment dire, encore une fois, je ne suis ni palestinienne, ni israélienne, mais je sais ce que c'est que la terreur. Moi aussi, je l'ai vécu, chère madame. Je peux finir une phrase, allez-y, je vous écoute. ou deux peut-être même. Quand des combattants terroristes rentrent dans un pays, attaquent exclusivement des civils sans défense, et les massacrent de la manière la plus ignoble, c'est pour répandre la terreur. C'est horrible. Et ça s'appelle du terrorisme. Mais... Donc c'est pas compliqué de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Ça ne préjuge pas de la manière dont vous pensez qu'il faut que les choses évoluent. Pas tous en même temps, laissez finir. Le problème, je suis évidemment d'accord avec toi, le Hamas est un mouvement terroriste et rien ne justifie le terrorisme. Et la cause palestinienne ne justifie pas le terrorisme parce que ça dessert la cause palestinienne. Elle a besoin d'autre chose. Ensuite, moi, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais je pense que quand on est musulman, en France, en Suisse, dire que le Hamas est un mouvement terroriste publiquement est un problème de sécurité. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais moi, ça, cher Philippe, c'est une accusation directe. Encore une fois, j'estime que le Hamas, que moi-même, je conteste dans ses actions, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire la résistance, parce que ça ne sert pas la Palestine, eh bien, j'estime que ce groupe-là, on lui a laissé l'occasion d'être ce qu'il est, parce que quelque part, on peut faire le pire à cause de son comportement. Donc les victimes sont les coupables. Ah non. C'est ça que ça veut dire. Non, la vérité a de la peine à sortir entre les uns et les autres. Julien Baloul, je vous... Si je peux me permettre sur est-ce qu'on a laissé le Hamas faire ou non et tout ça. Alors, on va être très clair. Il y a des choses géopolitiques et il y a d'autres faits. Géopolitique, ça a avantagé beaucoup de monde, en effet, de laisser le Hamas se développer, parce qu'à une certaine époque, Israël voulait combattre l'influence de Yasser Arafat. On parle de ça il y a plusieurs décennies maintenant. Il y a eu beaucoup de choses. Toutefois, rappelons certains faits plus récents. Il n'y a aucun Israélien, ni civil, ni militaire, dans la bande de Gaza depuis 2005. Israël s'est retiré et a donné les clés de la bande de Gaza à l'autorité palestinienne. Quelques mois après, les Israéliens ont été appelés aux urnes.
ils ont voté pour un gouvernement de centre-gauche qui s'était engagé à d'autres retraits territoriaux. Les Palestiniens, en réponse, ils ont mis au pouvoir le Hamas qui appelle à l'anéantissement d'Israël. Un an après, le Hamas, en juin 2007, a pris de force le pouvoir dans la bande de Gaza, a défenestré ses opposants, a exécuté tous ses opposants, et on a vu des centaines de policiers de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas fuir vers la frontière et demander refuge à l'armée israélienne. Et depuis 2007, le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza en tant que dictature islamiste. On persécute les homosexuels, on exécute les opposants, on torture les opposants, tout le monde s'en fiche. Le Hamas est un mouvement islamiste terroriste. On ne peut pas dire qu'on les a laissés faire. Les Palestiniens aussi ont une part de responsabilité politique. Ils ne sont pas... À chaque fois, on parle de l'horizon politique israélien, de l'extrême droite israélienne. Oui, c'est vrai, il y a une politique israélienne qui a fait beaucoup de choses. D'accord. Mais les Palestiniens ne sont pas dénués de toute responsabilité politique non plus. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, la question... moi, je veux me clarifier quand même sur cette question, c'est extrêmement important. Alors, je vise ici en deux mots, à Genève. pour finir Mon cette but, première... c'est d'envoyer de la paix vers là-bas et non pas d'importer de la guerre et de la violence. Seulement, personnellement, je n'adhérerai jamais à ce que le Hamas peut faire. Je ne voterai jamais pour quelqu'un comme cela, mais je me dis, moi, je suis là pour parler en tant que quelqu'un, quelle est la sensibilité que j'ai par rapport à la Palestine. Si j'étais palestinien, je serais résistant, mais un résistant qui ne nuirait pas à la vie de celui que j'ai en face de moi, mais plus un résistant qui travaillera sur la question de la paix, de l'histoire, de la dignité humaine. Aujourd'hui, on oublie que c'est comme des êtres humains qui sont déshumanisés. Donc le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Personnellement, je ne le place pas dans cette question de résistance. Moi, j'ai une autre vision de la résistance. Et je n'adhérerai pas, et je le dis clairement, si je devais être là-bas, je n'adhérerais pas à ce mouvement. Mais je dis encore une fois que la situation que vit ce peuple fait qu'en définitive, comme il n'y a pas de solution, c'est le pire qui prend le dessus. Moi, j'entends. Alors, attendez, là, on va conclure parce qu'on a une partie de l'islam. Attendez, Philippe, tous les on conclut musulmans cette première d'Europe partie. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai problème. Ouais. Alors justement, la terreur, effectivement, elle a commencé depuis quelques jours à être importée chez nous aussi. On va en parler dans cette deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Le point de retour, la guerre israélo-palestinienne risque d'embraser le Moyen-Orient. On redoute ici aussi une extension du conflit, à moins que ce ne soit déjà le cas. 2 attentats ont frappé successivement la France et la Belgique ces derniers jours. Les alertes à la bombe se multiplient. Même la place fédérale a été fermée, bouclée aujourd'hui, mercredi. Alors Jean-Marc Ricli, justement, est-ce qu'on doit redouter des répliques de ces attentats pour les jours et les semaines à venir ? Ce qu'on voit déjà en France et en Belgique, c'est que durant la dernière décennie, il y a eu un terreau fertile qui s'est développé à travers l'État islamique, avec Al-Qaïda. En 2017, on a réussi à décapiter l'État islamique et son califat. Mais ce qui est très dur dans le terrorisme, c'est l'idéologie. Et vous pouvez détruire physiquement un califat, par contre, l'idéologie est toujours là. Et donc, cette idéologie a essaimé, et chaque fois qu'on a tapé dans ces différents groupes, parce que si on regarde le djihadisme global, il part avec l'Afghanistan. Et une fois que le problème de l'Afghanistan a été réglé, donc, il est parti en Europe, on en a au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et chaque fois qu'on arrive à l'éradiquer à un endroit, eh bien, il se déplace. Je pense qu'actuellement, il faut absolument faire attention, c'est toute la bande du Sahel, surtout parce que les Occidentaux sont partis, et là, vous avez des groupes affiliés à Al-Qaïda, à État islamique. Or, chez nous, eh bien, il y a ce terreau fertile. On a réussi, à travers des politiques qui étaient assez importantes, de pouvoir réduire ces individus, mais ce qu'on voit, c'est que le Hamas, par essence, n'est pas un groupe à vision globale, c'est une vision nationaliste, qui est la défense des Palestiniens, au contraire de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui s'auto-radicalisent ou qui profitent de ça pour passer à l'acte. Et une fois que vous avez un passage à l'acte, après, il y a des répliques, ce qu'on appelle des copycats. Et il faut voir aussi que ces mouvements se reconstituent, et il n'est pas impossible, en effet, qu'on ait des opérateurs qui essaient de pénétrer, d'utiliser cette situation.
Alors, j'aimerais juste vous faire réagir à ce que disait Philippe Val pendant la première partie. Il disait justement que c'est dangereux pour un musulman en Occident, en Europe en particulier, de prendre des positions justement, par exemple, pour condamner le Hamas. C'est une vérité, ça. Il y a comme ça des pressions sur la communauté musulmane aujourd'hui pour qu'elle s'aligne dans un certain sens. Bon, c'est une évidence. Je ne suis pas musulman, donc je peux pas en parler, mais en effet, il n'y a qu'à voir la difficulté de nommer les choses. Si je reviens à la discussion qu'on a eue, elle est assez emblématique. Un individu, un acteur qui utilise de la violence indiscriminée contre des civils ou des enfants, c'est de la terreur. Parce que le terrorisme vise à créer de la terreur dans la population, qui est en violation des conventions de Genève, des protocoles additionnels. Et donc, les mots ont un sens. Donc, un groupe qui utilise ces tactiques-là, on peut le nommer un groupe terroriste. Et le problème, c'est que le mot terrorisme est tellement symbolique que c'est devenu, pour certaines personnes, en effet, difficile de le nommer. Non, je vous assure, ça n'est pas difficile pour moi de le dire. Ça n'est pas. C'est un mot que j'estime être un mot qui est vrai, qui est là, qu'il faut le dénoncer. Mais moi, ça ne me pose pas problème de le faire. Ce qui est important, c'est qu'on ne fasse pas que tout cela soit l'histoire du Fatah, du Hamas. C'est tout un peuple qui est là et on ne peut pas l'accuser de ce que fait un groupe. C'est tout un peuple entier. Et dans ce peuple-là, on n'a pas été chercher ceux qui veulent construire la paix. Et j'en connais. J'ai rencontré à Jérusalem des gens comme cela. Mais jamais il y a eu ces gens qui ont été favorisés pour s'asseoir, discuter. Il n'y a pas de haine. Afid Ouardieh, je vous arrête 2 secondes. Là, on parle effectivement des faits qui n'ont pas lieu en Palestine, qui ont lieu ici, justement, des répliques qui ont lieu ici. Ces répliques-là nous concernent aussi, vous savez. Justement, elles nous visent. Elles nous concernent plus. Qaïda et tout ça, il n'y a pas pire ennemi de la communauté musulmane qu'eux. Il n'y a pas pire. Mais en même temps, on se pose des questions. On se dit, mais c'est quand même terrible. Quelle instrumentalisation on fait de ces groupes-là ? Ces gens sont des gens que nous devons dénoncer. Quiconque sait que quelqu'un va se radicaliser pour devenir un membre de ce groupe, s'il est musulman authentiquement, il se doit de dénoncer. Parce que ce sont les gens qui ont le plus défiguré l'islam et qui nous ont posé le plus de complications pour qu'on puisse vivre dans l'intégration et la relation normale, civique ou citoyenne avec eux. Donc à Genève, vous diriez, en Suisse romande, y a pas, vous ne voyez pas, vous n'identifiez pas justement de groupe. Vous savez, nous sommes obligés de faire attention que ce genre de situation-là ne tourne pas la tête aux plus ignorants d'entre nous. Alors, il y a un vrai problème. Non, mais attendez, il faut juste ouvrir les yeux sur la réalité. J'ai sillonné la France pendant des dizaines d'années. J'ai vu changer les cités, j'ai vu changer les banlieues, j'ai vu changer les villes. Ce n'était pas tellement la majorité des musulmans qui habitaient là, qui ont changé d'eux-mêmes. C'est évidemment des groupes de pression qui se sont installés et qui ont converti secrètement, tranquillement, qui ont converti avec en plus, s'il vous plaît, avec en plus la complicité de certains mouvements politiques d'extrême gauche notamment. Ils se sont installés. Il faut régner la terreur dans les banlieues. On ne peut pas parler. Vous croiriez qu'il y aurait autant de jeunes filles voilées s'il n'y avait pas une pression des extrémistes dans les banlieues? Ce n'est pas spontanément. Moi, j'ai connu une France où il y avait autant de musulmans, il n'y avait aucune fille voilée. C'est quand même se foutre de la gueule du monde de penser qu'il n'y a pas une terreur qui agit dans nos pays, à l'intérieur des communautés musulmanes, dont nos communautés musulmanes sont l'otage, à tel point qu'ils ne peuvent même pas dire que le Hamas est un mouvement terroriste. C'est trop facile à dire cela. À tel point cette qu'on ne peut même pas dire c'est notre devoir de combattre contre cette terreur que le Hamas ensemble. c'est un mouvement terroriste. C'est quand même hallucinant. Non, mais c'est quand encore même une fois, hallucinant. Si je dois dire ce que vous voulez que je dise, acceptez quand même que moi j'ai une autre approche de tout cela, sans pour autant que je soutienne le terrorisme de qui que ce soit. Non, je ne vous soupçonne pas du tout de soutenir le terrorisme. En France, on a laissé le pourrissement. J'ai vécu cette situation. J'ai rencontré les gens des banlieues. On a laissé faire.
On a laissé Mais certains politiciens faire. Arrêtez de dire que les coupables, c'est toujours quelqu'un d'autre. Le coupable, c'est pas toujours quelqu'un d'autre. Nicole Bacharan, merci. On est tous Alors, on va commencer à parler. Nicole Bacharan, est-ce que justement aujourd'hui, on est dans un choc des civilisations ? Est-ce qu'on est rentré dans quelque chose qui ressemble à une confrontation précisément Occident non. Occident-Sud, qui prend un nouveau visage aujourd'hui, pourquoi pas même une sorte de guerre des religions. J'espère que non, parce que les intérêts sont multiples et imbriqués. Si vous voyez la visite de Tony Blinken au Moyen-Orient, à quel point il a été franchement malmené, à quel point ça a été compliqué pour lui, à quel point les régimes autoritaires de la région ont sauté sur l'occasion de lui faire la leçon sur les droits de l'homme, je veux dire de la part de Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite ou de général Al-Sisi en Égypte, c'est quand même assez savoureux, mais à la fin du jour, comme on dit en anglais, je veux dire, les Saoudiens ont des intérêts commerciaux, géopolitiques, etc., très compliqués, qui font qu'une rupture avec l'Occident n'est pas à l'ordre du jour, de même pour l'Égypte, etc. Mais les événements épouvantables qui se sont déroulés depuis le 7 octobre et qui continuent à se dérouler sont effectivement l'occasion de sortir un rejet, mais massif, de ce que représente l'Occident réel ou fantasmé. Et le Sud global, qui est un terme fourre-tout, pas très satisfaisant, par moment, il a un petit peu un sens, et il a un sens ces jours-ci, qui revient à dire, grosso modo, l'Amérique et Israël, c'est pareil, et vos histoires de droits de l'homme, des Lumières, de droits des femmes, etc., on n'en veut pas. Et on est bien content d'avoir l'occasion, plus ou moins, de vous cracher en pleine figure. Après, ça se recomposera d'une manière selon les intérêts des uns et des autres. Et je dirais juste un mot sur cette question de l'embrasement, qui est des répercussions en Europe, aux États-Unis, mais surtout au Moyen-Orient. Il y a deux sources possibles d'embrasement. La rue arabe, dont on sait, oui, que les gouvernants ont peur, mais avant tout, il faut quand même le nommer, c'est l'Iran. S'il y a un embrasement de la région, on va avoir la démonstration de à quel point l'Iran peut tolérer que le Hamas soit mis par terre, en quelque sorte, puisque c'est un élément clé de son influence dans toute la région. Si l'Iran décide que c'est le moment d'ouvrir un front nord contre Israël avec toute la force du Hezbollah et derrière de l'Iran, là, Israël est dans une menace d'éradication. Et là, les Américains interviendront. Donc l'Iran, c'est quand même la clé des prochains mouvements. L'Iran n'interviendrait à travers ses proxys, comme on appelle ça, c'est-à-dire à travers des intermédiaires qui seront d'abord le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est pas une petite milice de campagne, c'est vraiment une vraie force armée, entraînée et très puissante. Et quand vous dites là, les États-Unis interviendront, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils interviendront militairement, y compris avec des soldats. Ils pourraient intervenir. Pour l'instant, il n'en est pas question. Les Américains ont envoyé leur plus gros porte-avions sur place avec beaucoup d'avions et beaucoup de navires autour. Je crois qu'ils ont eu le sentiment au bout de 2-3 jours que les Iraniens, parce qu'ils reçoivent quand même beaucoup de messages, il y a beaucoup de messages qui circulent, que les Iraniens n'avaient peut-être pas bien compris le message. Donc, deuxième porte-avions et deuxième aéropage de navires autour. Et Joe Biden n'a de cesse de répéter ce message. N'y allez pas, surtout pas. Parce que, oui, inévitablement, les Américains seraient impliqués de manière aérienne et maritime. Au-delà de ça, impossible à dire. Julien Baloul, justement, l'état d'esprit de la société israélienne, vous avez décrit tout à l'heure qu'elle était, jusqu'à l'attaque du Hamas le 7 octobre, elle était très divisée, cette société israélienne. Aujourd'hui, elle fait bloc, mais dans quel état d'esprit elle est ? Est-ce qu'elle a peur ? Elle se sent seule ? Elle se sent soutenue ? Comment vous la décririez ? La société israélienne était très divisée, en effet, sur des questions de politique intérieure, entre droite, gauche, religieux, non religieux, israéliens, juifs, israéliens, arabes. Et depuis le 7 octobre, ces divisions sont mises en sommeil. On a un peu remis le couvercle sur la cocotte minute. Donc, au sein de la société, au sein de la population, il y a une union, une unité qui est très forte. En revanche, il y a une colère contre la classe politique et contre également les dirigeants de l'armée et contre les dirigeants de sécurité. Cette colère va exploser au lendemain de la guerre. On n'y est pas encore. Les premiers sondages
montre une catastrophe pour la coalition en place, puisqu'actuellement elle a 64 sièges sur 120 au Parlement. En cas d'élection, elle serait créditée de 42. Donc c'est une chute totale. Il n'y a pas d'élection. On le rappelle, c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait jamais connu. Et oui, et du coup, ce qui casse un peu les théories de la droite, sécurité, etc., parce que forcément, là, ça s'est remis en cause, mais la responsabilité est collective, parce qu'il y a aussi les dirigeants de l'armée, les dirigeants du Mossad, etc., etc. Donc la société israélienne est très, 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 très unie. En revanche, il va y avoir une colère contre la classe politique qui va exploser au lendemain de la guerre. Et où est-ce qu'on sera dans la guerre? Parce qu'on parlait il y a un instant de l'Iran et des États-Unis. Évidemment, le risque, c'est un embrasement régional. Il faut rappeler toutefois quelque chose. Israël et le Liban, puisque c'est de ça dont on parle, Israël et le Liban n'ont pas de conflit territorial. Il n'y a aucune raison que le Liban entre en guerre contre Israël. La seule et unique raison qu'il pourrait y avoir une guerre, pour laquelle il pourrait y avoir une guerre entre Israël et le Liban, c'est si l'Iran le décide, via son proxy, comme vous disiez, le Hezbollah, d'entrer en guerre contre Israël et de plonger les Libanais dans une nouvelle guerre dont ils n'ont franchement pas besoin, parce que les Libanais ont déjà assez de souffrance dans leur pays. Oui. Donc il faut absolument que le monde se mobilise pour empêcher l'Iran de plonger les Libanais dans une nouvelle guerre dont ils n'ont franchement pas besoin. Mais le Sud-Liban, effectivement, est tenu majoritairement par le Hezbollah. Aussi, par rapport à la guerre, justement, parce qu'on parlait d'opération terrestre, elle n'a toujours pas débuté. L'opération terrestre, on voit qu'elle n'a pas encore débuté et que déjà, on est en menace d'embrasement total de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore question, et est-ce que les Israéliens, justement, sont toujours derrière cette opération terrestre, militaire, qui doit avoir lieu ? Alors déjà, il est possible qu'à l'heure où cette émission sera diffusée, elle aura peut-être commencé, donc on va être très prudent sur ce qu'on va dire. En fait, les Israéliens, ils sont dans un état d'esprit de « on n'a pas le choix ». Si on arrête maintenant, ça n'a servi à rien. Parce que des opérations comme ça, aériennes de quelques jours, de quelques semaines contre les cibles du Hamas, on a déjà eu, et ils sont toujours sortis renforcés, plus armés, plus riches. Comprenez entre guillemets, entre parenthèses, les sous-titres, la population de Gaza reste pauvre, le Hamas s'enrichit et se renforce, on voit où va l'aide internationale. Et les Israéliens comprennent que si on s'arrête maintenant, eh ben, ils vont revenir demain nous tuer, au sens propre du terme. On parle de gens qui sont entrés dans des kibbutz, dans des villages, et qui sont passés méthodiquement de maison en maison, l'une après l'autre, pour incendier des personnes, les attacher, les brûler vives. Donc si on s'arrête maintenant, ça ne sert à rien. Il faut aller jusqu'au bout contre cette organisation terroriste, et le sentiment qui domine, et pourtant je vous assure, on a tous envie que ça se termine. On a tous envie de renvoyer nos enfants à l'école. On a tous envie d'en sortir. Mais le sentiment est qu'on n'a pas le choix. Mais vous avez parlé de haine de tout à l'heure. Justement, jusqu'où est-ce qu'elle ne guide pas cette opération aujourd'hui, la haine en Israël? D'ailleurs, votre porte-parole, on a abondamment parlé, votre porte-parole de Tzahal, on a abondamment parlé sur les chaînes françaises notamment. Alors, à propos de haine, déjà, je vais vous raconter une petite anecdote que m'ont raconté les familles des survivants des massacres. En plus des terroristes du Hamas qui sont entrés, qui ont brûlé tout ça, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas que des gens du Hamas. Il y avait des centaines de jeunes adolescents de la bande de Gaza qui sont entrés, qui ont participé au pillage et qui ont participé au massacre. Et ça, c'est le résultat de 16 ans de dictature islamiste qui met les enfants dans des colonies de vacances du Hamas, qui éduque à la haine, etc., etc. Donc il va falloir aussi, après, dans la bande de Gaza, faire un sérieux travail d'éducation pour laver les cerveaux après la dictature islamiste. Ça, c'est pour le côté palestinien. Mais il ne faut pas le perdre d'esprit. Côté israélien, forcément, il y a la colère dans la population. Mais aujourd'hui, moi, même mes amis les plus à gauche, même mes amis qui avaient dit « je ne retournerai plus à l'armée à cause de la réforme de la justice », même mes amis qui haïssent Netanyahou, aujourd'hui, ils sont tous en uniforme. Parce qu'ils disent « on n'a pas le choix ». Aujourd'hui, c'était Kfar Aza, Be'eri, Sderot. Demain, c'est Tel Aviv. On n'a pas le choix, on est obligé de se défendre. Donc c'est vraiment le sentiment qui domine de « on n'a pas le choix ». Ça, vous le comprenez, justement, ce sentiment des Juifs, et même en diaspora, de se dire, aujourd'hui, on joue notre survie. Mais bien sûr, on joue tous notre sort dans cette histoire-là. Et finalement, ni la force... Certains plus que d'autres. Ni la force... Certains plus que d'autres. Oui, certains plus que d'autres, mais la force ne réglera pas ce problème. La terreur ne réglera pas ce problème. La haine ne réglerait pas ce problème. Ce qui est important, c'est qu'on puisse, au moins, toutes les tentatives de paix ont été sabordées. Alors qu'il y avait, par exemple, moi je suis un des signataires de l'initiative de Genève avec Mme Kalmiré. Pourquoi est-ce qu'on repousse à chaque fois ce qui peut amener la paix pour continuer dans la guerre? Ça n'est pas normal. Je voudrais savoir ce qui, d'après vous, peut amener la paix aujourd'hui. Moi, je souhaite la paix, évidemment.
Et je souhaite qu'il n'y ait pas un seul Palestinien de Gaza tué en plus, bien sûr. évidemment. Mais honnêtement, ce chemin-là, je ne le vois pas. Et je voudrais ajouter un mot sur la perception juive, qu'elle soit en Israël ou ailleurs. Moi, je suis toujours frappée à quel point, au fond, les deux peuples ont terriblement peur. Ce sont deux peuples ancrés dans la peur. Et dans la peur des Juifs en Israël, cet État qui a été fondé pour les protéger, il y a la peur de l'éradication. Nous, en Europe, aux États-Unis, le terrorisme nous fait peur. On sait que ça peut nous faire extrêmement mal. Mais on n'a jamais eu peur que tous les Français soient tués ou que tous les Américains soient tués. Chère madame. Le projet génocidaire contre les Juifs, il est ancien. Il ne date pas de 1948. Il date de bien avant. Et il a failli réussir. La population juive à travers le monde aujourd'hui, elle n'arrive pas tout à fait aux chiffres qu'elle avait en 1939. Donc quand on n'a pas à l'esprit cette peur des Juifs du monde et d'Israël particulièrement après ce qui s'est passé le 7 octobre, le fait qu'ils jouent leur existence, on a du mal à comprendre jusqu'où ils n'ont pas le choix. Moi, évidemment, quand je dis cela, je n'ai aucune idée de quelle forme militaire cette réaction devrait prendre. En ce qui me concerne, en ce qui concerne beaucoup de monde que je connais, ils n'ont jamais pensé à l'éradication des Juifs. Mon grand-père lui-même, pour revenir à ma propre histoire, était injuste. C'était quelqu'un qui a protégé des Juifs avec qui, après, il a pu commercer, et ainsi de suite. Donc, cette idée que c'est l'ensemble des musulmans, c'est l'ensemble des Palestiniens qui veulent la destruction d'Israël. Non, mais c'est le programme du Hamas. C'est le programme du Hamas. C'est le programme du Hamas. Jamais de gens comme vous, bien sûr. C'est le programme du Hamas. Et c'est le programme des ancêtres du Hamas. Dans les années 30, déjà, le moufti de Jérusalem, allié d'Hitler. Et là, l'État d'Israël n'était pas créé, il n'y avait pas de conflit territorial israélo-palestinien. Déjà, il y avait un programme d'éradication des Juifs. Julien Baloul. Il faut se souvenir que c'est une des grandes difficultés. C'est une des grandes difficultés pour régler le conflit. C'est qu'il y a cette antériorité du désir d'éradication des Juifs. Julien Baloul. Un mot sur l'inquiétude et la peur. Je peux vous dire qu'il y a... Alors évidemment, nous, on a peur réellement pour notre survie, parce que le Hamas, non seulement a juré à notre extermination, alors certes, ils n'ont pas les moyens d'exterminer l'État d'Israël, mais en revanche, une guerre régionale avec l'Iran et tout ça, on a évidemment très peur. Mais il y a aussi une nouvelle peur qui s'est installée, c'est pas vraiment nouvelle, mais en tout cas, une autre peur qui s'est installée ces derniers jours. Je connais beaucoup d'Israéliens qui voulaient emmener leurs enfants respirer quelques jours à l'étranger, aller en France, en Allemagne, en Europe, et ils n'y vont pas parce qu'ils ont peur des attentats antisémites là-bas. Et j'ai des amis qui m'ont dit, on va arriver là-bas, mon fils il a 4 ans, il va se mettre à parler en hébreu dans le métro, dans le taxi, dans la rue, qu'est-ce qui va nous arriver? Et donc il y a ça aussi. Et en plus, le sentiment de, on est en danger ici, mais on n'est pas forcément en sécurité non plus ailleurs. Jean-Marc Riquely, est-ce que justement on a, est-ce que ça serait un plus ou un moins, et par quoi ça serait remplacé, une chance si Israël mène cette opération et qu'elle arrive à accomplir son but de guerre affiché, c'est-à-dire éradiquer le Hamas, est-ce que justement elle arriverait à stopper le terrorisme dans la région? Alors d'abord, pour répondre à la question de l'opération, la vengeance est toujours mauvaise conseillère. Et donc, ce qu'on voit en Israël, et on peut la comprendre, le sentiment, on peut totalement le comprendre. Une des raisons aussi pour laquelle les Américains ont dépêché Blinken et puis aujourd'hui Biden, c'est aussi pour essayer de faire un peu, je pense, désescalader, réduire la tension. Maintenant, c'est clair qu'Israël doit riposter, c'est pas possible qu'elle ne le fasse pas. Maintenant, éradiquer, ça veut dire quoi? Éradiquer, c'est enlever la racine. Alors, le problème de cette racine, comme Philippe l'a dit, ça remonte très très loin. Et si vous voulez éradiquer le Hamas, vous voulez éradiquer l'idée. Mais Daesh, on a quand même stoppé, on a détruit le califat physique, mais on n'a pas éradiqué l'idéologie. L'idéologie est toujours là. Mais donc, la chute des attentats, une chute de la menace. Vous pouvez le faire pour un petit moment. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont taper dans les leaders. Ils ont déjà commencé, d'ailleurs. L'opération a déjà commencé. Elle est aérienne. Maintenant, peut-être qu'ils auront, probablement avec des moyens terrestres. La problématique, c'est dès qu'il y aura des civils, et on l'a déjà vu avec la problématique de l'hôpital, eh bien ça va être utilisé contre eux. Donc là,
la question le problème qu'ils doivent résoudre, c'est l'ajustement de la force et la hauteur de la réponse. La société israélienne demande une réponse qui doit être très très forte, mais la façon dont ils vont le faire risque d'aggraver la situation. Qu'est-ce qui sera toléré, qu'est-ce qui sera supporté? Parce que quand on voit effectivement les réactions qui ont déjà eu lieu après les bombardements, qu'est-ce qui peut être supporté à partir on est vraiment dans cette asymétrie où d'un côté on se trouve, et on n'a pas assez parlé, on est sur une transformation du système international où l'hégémonie américaine, cette hégémonie occidentale, le multilatéral, les droits de l'homme est en train d'être de plus en plus contestée par des États, notamment la Chine et la Russie, mais d'autres États également. Et donc, les démocraties, et ça c'est leur force, utilisent le droit, mais en utilisant le droit, se lient aussi les mains. Et si on commençait à violer ces principes, on violerait les principes sur lesquels on s'est bâti. Or, les groupes tels que Hamas et autres violent les droits qui nous restreignent et les utilisent contre nous. Donc on a cette asymétrie qui est très très difficile à faire passer. Alors, on va devoir conclure. J'aimerais juste entendre justement Julien Baloul et Afid Ouardi. Un petit rappel historique. La guerre, c'est inacceptable. Okay, il y avait le nazisme qui occupait l'Europe. Quand les bombardements alliés, le débarquement des Alliés en France a fait 20 000 morts français sous les bombardements. Il ne fallait pas les faire ? Oui, mais la guerre, c'est toujours de nombreuses années plus tard. C'est toujours inacceptable. Après, il y a une question qui se pose, c'est que de toute façon, le deux poids deux mesures, il joue dans tous les sens. La question, c'est de savoir dans quelle mesure la réaction d'Israël risque, par effet ricochet, d'aggraver la situation. Absolument. Bien sûr. C'est ça la problématique. Par le biais de l'opinion, de la passion de l'opinion. Non, pas par le biais de la passion seulement, mais par la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La force ne réglera rien. La force ne réglera rien, mais il y a aussi du deux poids deux mesures. Parce que c'est vrai on n'a pas assisté à des manifestations comme ça de colère de la communauté musulmane face aux bombardements syriens en Syrie qui ont fait des dizaines de milliers de morts à Alep. C'est une des batailles les plus atroces. En Tchétchénie, etc. La presse ou les médias n'étaient pas très attentifs à ça. Pas seulement la presse et les médias. Nous étions en tout cas ici. Tout le monde est très informé. Tout le monde était très informé sur la situation syrienne. Nous étions souvent sur la place des nations pour dénoncer ce qui se passait en Syrie. Mais ça n'intéressait personne. On va devoir conclure. J'aimerais Julien Baloul. Attendez, Philippe, il faut qu'on conclue. Julien Baloul, je vous laisse conclure. Et puis j'aimerais savoir en revanche sur l'après, si on y arrive à cet après. Justement, est-ce que, parce qu'il y a des voix aussi très dissonantes en Israël, est-ce qu'on pourra aller, comme le réclame d'ailleurs Joe Biden, vers une solution quand même à 2 États à moyen terme? De un, en effet, il y a un double standard total puisque les morts en Syrie, les morts ailleurs n'ont jamais mobilisé les foules, n'ont jamais passionné les députés France Insoumise en France, etc. De deux, moi je veux bien qu'on donne des slogans comme la violence n'apporte rien, la violence ne résoudra rien, le camp de la paix et tout ça, mais enfin, c'est pas avec le Hamas qu'on arrivera à une solution diplomatique. Le Hamas a dans sa charte l'extermination du peuple juif et de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à mi-chemin, on extermine la moitié? Soyons sérieux 2 minutes. Donc c'est pas la force contre le Hamas, il n'y a malheureusement pas d'autre solution. À moyen terme, pour votre dernière question, il n'y a pas d'horizon politique palestinien actuellement. On a dans la Cisjordanie qui est occupée, le président Mahmoud Abbas qui a été élu en janvier 2005 pour 5 ans et qui est encore en place sans avoir fait la moindre élection, et on a une dictature islamiste dans la bande de Gaza. Avec qui on va négocier? Il n'y a pas de leadership palestinien, il n'y a pas de société civile palestinienne. Enfin, il faut aussi voir les choses comme ça. Et pour ceux qui, comme moi, ont défendu le retrait de Gaza à l'époque, comment est-ce que vous voulez qu'on défende d'autres retraits? Comment est-ce que vous voulez qu'on défende d'autres retraits territoriaux? On s'est retiré de la bande de Gaza, on se prend des missiles en plein visage. Comment vous voulez qu'on défende encore ça? En même temps. De l'Emmental. En même temps, qui a fait qu'en définitive, on a Gaza ici. L'autorité palestinienne n'est pas crédible. D'ailleurs, il se dit que s'il y avait des votations aujourd'hui, ce serait Hamas qui gagnerait. Si on veut vraiment respecter le sens de l'histoire, si aujourd'hui il y a cette séparation de ces différents groupes,
Là où normalement, il devrait au moins retrouver un État qui soit normal, gérable, vivable. Alors là, on est au-delà On a du préparé ça, débat. Il faut laisser. A récupéré la bande de Gaza en 2005. C'est le Hamas qui a pris le pouvoir en 2007 par la force dans la bande de Gaza, après même que les Palestiniens ont voté pour eux en 2006 pour le Parlement. Le Mahmoud Abbas avait les clés de toute la bande de Gaza. L'autorité palestinienne n'a pas su la gérer. Ensuite, il y a eu ce coup de force. Il faut arrêter de déresponsabiliser les Palestiniens également de leurs actes. Alors, stop, là, il faut arrêter. Maintenant, Julien Baloul, une solution en Israël est envisagée par une majorité d'Israéliens aujourd'hui pour les Palestiniens, qui soient autres que de les exfiltrer en Jordanie ou en Égypte ou pas? Mais ça, c'est des déclarations de gens d'extrême droite qui ont quelques sièges, qui représentent presque personne dans la Knesset. Mais ce que je rappelle, oui, les gens ici ne veulent pas vivre dans le même État que les Palestiniens. Ils veulent que les Palestiniens vivent indépendamment dans leur État, ou pas en tout cas indépendamment sur leur territoire. Mais soyons sérieux. Quand on a défendu le retrait de la bande de Gaza, avant le retrait de la bande de Gaza, on n'avait pas de missiles sur Israël. C'est depuis qu'on s'est retiré qu'on a des missiles qui vont jusqu'à Tel Aviv et ailleurs. Vous voulez qu'on se retire de la Cisjordanie, qu'on ait des missiles sur tout le pays? Soyons sérieux 2 minutes. Voilà, ce sera le mot de la fin parce qu'on doit conclure absolument. Là, je me fais gronder. Et donc, voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de parler de cette situation dans ces circonstances-là. Voilà, je vous remercie aussi beaucoup à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. On se retrouve dans 2 semaines. Donc, je vous souhaite en attendant une très bonne soirée, une très bonne semaine double à vous.